Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Jules Tirez, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là, c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Le dossard jaune est français, mesdames et messieurs. C'est donc avec un grand sourire que nous vous accueillons pour ce nouveau podcast débrief de la première étape d'Östersund. Des joies, des déceptions, du suspense, des retournements de situation. Pas de soucis, chers amis, la nouvelle saison de Coupe du Monde de biathlon a bien repris. Beaucoup de choses à dire, bien évidemment, même s'il ne faudra pas faire de conclusion hâtive après seulement une étape et 2 courses, mais il y a déjà quelques enseignements à tirer de ce premier week-end suédois. Et justement, pour débriefer tout ça, c'est l'équipe historique qui est à mes côtés, à commencer par Monsieur Data. Salut Aymeric, content de ce premier week-end? Bah oui, très heureux, la saison recommence enfin, et puis on se retrouve avec l'équipe historique, donc ça fait plaisir quoi. Même si j'aime bien les autres. Bah oui. Oui, bien sûr, évidemment, et puis bien sûr, et puis du public, Aymeric, du public, ça fait plaisir. Et surtout, revoir le public, même si c'est rien qu'à travers la télé, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Bon, bien sûr, qui dit équipe historique, bien sûr, le fondateur de Biathlon Live. Salut Romain, prêt à débriefer avec nous? Salut Damien, salut Aymeric, ouais, pareil, heureux d'avoir enfin vécu ce premier week-end de compétition. C'est reparti, c'est relancé et on a plein de belles choses à dire, à débriefer sur ce week-end. Exactement. Justement, ce dont nous allons parler, c'est l'heure du sommaire. Vous en avez l'habitude, on débutera par les résultats. On fera un petit retour sur ces 4 courses. La course au gros globe, bien évidemment. Ensuite, on évoquera nos bleus. Beaucoup de choses à dire sur nos bleus. Des joies, des peines. On débattra de tout ça. Ensuite, on basculera sur les questions des auditeurs. Vous en avez l'habitude. Vous avez pu poser vos questions sur Instagram. On va tenter d'y répondre. On fera un point EBU Cup, bien évidemment. L'EBU Cup qui a repris cette semaine en même temps que la Coupe du Monde de biathlon, avec des résultats vraiment très très intéressants du côté des Français. Et puis on évoquera le programme de la deuxième étape qui se déroulera encore une fois à Östersund en Suède. Donc écoutez, si tout le monde est prêt, ne perdons pas de temps. C'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. On commence donc par les résultats. Vous en avez l'habitude, c'est Aymeric qui nous raconte tout ça. Allez, c'est parti, les premiers résultats de la saison sont tombés. Donc on a commencé avec des individuels. Chez les dames, c'est Marketa Davidova qui s'impose devant Lisa Teresa Hauser et Denise Herrmann. Entrée en matière un peu compliquée pour nos Françaises puisque la première tricolore se classe en 28e position. Il s'agit d'Anaïs Bescon. Du côté des hommes, on en a eu un peu l'habitude la saison dernière sur les individuels, et c'est le spécialiste de cette discipline qui s'impose Sturla Holmlegrid, devant un autre Norvégien Tarjei Bø et un tricolore Simon Détieux en 3e position. Le dimanche, on a eu le droit à des sprints. Chez les dames, c'est Anna Heuberg qui s'est très bien reprise et qui remporte la victoire, devant, côté tricolore, Anaïs Chevalier en 2e place et Martolsbourg-Oisland 3e. Et chez les hommes, c'est également un représentant local qui s'est imposé, puisque c'est Sébastien Samuelsson qui a mis un peu tout le monde à l'amende et qui s'est imposé avec un sacré temps de ski. Derrière lui, on retrouve 2 Norvégiens, Vetle Christiansen et Johannes Bø. Les Suédois ont régalé à domicile, donc ce dimanche, c'est un peu la fête nationale. Exact. Ouais. Donc, écoutez, on va passer tout de suite à la course au gros globe, même si elle ne fait bien sûr que débuter. Aymeric, tu nous fais un petit point sur le premier classement général de la saison. Tout à fait. Alors, chez les dames comme chez les hommes, on a des égalités en termes de points. Donc, chez les dames, c'est Marketa Davidova et Dinara Limbekeva qui ont toutes les deux 86 points. Et avantage du coup à... Et chez les hommes... Ah oui, pardon, juste non, une petite... je suis trop pressé, vas-y Aymeric, vas-y. Petite spécification, donc Marketa, comme elle s'est imposée sur l'individuel, elle prend l'ascendant au classement, et du coup c'est elle qui portera toute seule le dossard jaune sur la prochaine course.
Et donc, troisième marche du podium, on va quand même la citer, Martelsbou avec 79 points. Et donc chez les hommes... Tadadadam, Simon Détieux, premier égalité du classement général actuel avec Johannes Beu. Tous les deux totalisent 88 points. Et du coup, en troisième position, on retrouve notre Norvégien Tarjei Bø avec 83 points. Ok, merci Émeric. Mais rassure-nous, par contre, Simon portera bien le dossard jaune la semaine prochaine, enfin, sur la prochaine étape. Oui, tout à fait. Donc, Simon et Johannes vont tous les deux porter ce magnifique dossard jaune. Ils vont se le partager. Bon, ça faisait combien de temps qu'un Français n'avait pas porté le dossard jaune? Depuis la dernière course de Martin Fourcade. Eh oui, hein. La poursuite de Conchelarty. Ouais, donc ça fait 25 qu'un mars an, enfin, on va 2019, dire qu'une saison, mais on y était habitué, donc c'est vrai que ça fait plaisir. C'est Ça fait sûr. plaisir. Bon, on reparlera de Simon Destieux tout à l'heure, justement sur son week-end. On va vraiment rester sur la Coupe du Monde en général. Tiens, d'ailleurs sur les 4 courses du week-end, est-ce qu'il y en a une qui vous a plus marqué, Romain, Émeric? Moi, je dirais le sprint homme. Ouais, ok. Pourquoi? Le niveau d'ensemble. Après des individuels, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, très compliqués. Sur le pas de tir, là, on est clairement monté de 3 crans sur le sprint. Vraiment du costaud sur le pas de tir. Fallait vraiment tirer à 10 pour espérer quelque chose, ou être à 9, mais vraiment être très rapide sur les skis. C'est ce qui s'est passé avec, par exemple, Emilien Jacquelin. Alors, il est très rapide, mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour faire un podium. Mais grosse course sur ce sprint masculin. On a retrouvé les grosses nations, la France, la Norvège et les Suédois. Ou le Suédois plutôt, Ouais. avec Samuelsson. Avec Samuelsson, Émeric, la même course, une autre? T'as marqué? Au début, je pensais choisir la même, puis finalement, je me suis dit, je vais laisser le cœur parler, puis je choisis l'individuel d'âme. Ah, c'est beau. Ouais. D'accord. Pas pour la beauté Alors, de la course, parce qu'il y a eu beaucoup de fautes, mais parce que c'était tout simplement la première de la saison. Ça partait dans tous les sens. Et... Mais quel romantique ce Ouais, c'était l'excitation de la saison qui recommence, quoi. Ouais. Tout simplement. Ok. Et toi, Bon. ta course, si t'en as... Oh écoutez, c'est vrai que le sprint, moi c'est un peu comme Romain, hein. Le sprint là, c'était assez impressionnant quoi. Ça s'enchaînait au pas de tir, les 10 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, enfin les chronos arrêtaient pas de s'affoler, enfin ça jouait à coups de seconde, non, c'était vraiment... Puis le dernier tour du coup, il y a eu des grosses différences sur les skis. On sortait un peu des fois de l'ennui que peut avoir un sprint, hein. Forcément ces courses qui sont chronométrées, des fois, bon, on en a un peu... Voilà, un 90 dossards, 100 dossards, c'est un peu long. Là, c'est vrai que du coup, on s'est pas ennuyé, quoi. Voilà. C'était un peu le terme. Et justement, hein, Romain, tu le disais, des beaux tirs sur ce sprint, hein, tout l'inverse de la journée de samedi, hein, où ça a été un véritable festival de fautes, toutes nations confondues. Il y a une explication pour vous sur ces performances qui changent d'un jour à l'autre? C'était quoi l'excitation de la première course qui a fait un peu flancher les bras, non? Ouais. Oui, Peut-être c'est un ça. peu de nervosité. Je crois que Thierry Lecoff le disait, que expliquait ça. Quentin aussi, Ouais. hein, Fillon-Maillet, il disait qu'il avait les mains qui tremblaient, je crois. C'est ça, la reprise. Il y a souvent, la première course, c'est souvent comme ça. Le temps que les biathlètes reprennent le rythme. La première course, c'est souvent, il y a souvent pas mal de fautes. Alors peut-être pas autant qu'on a eu. Ouais. Oui, et puis là, il y a eu un gros changement. Hein. C'est vrai qu'on en parlait avec Émeric avant l'émission. Hein. D'habitude, on commence sur des relais. Hein. C'est vrai que c'est un peu différent. Il y a cet aspect collectif. On est moins concentré sur sa performance, quoi. Donc là, un individuel direct, ça pardonne. C'est pas, clair. quoi. En plus, sur un exercice à 4 tiers, forcément, la probabilité est plus haute pour faire plus de fautes. Hein. Donc voilà. Mais après, il y avait aussi peut-être un peu d'air aussi sur le pas de tir. C'était pas énorme, surtout comparé à ce qu'on avait eu en mars. Mais non, oui, l'excitation, je pense, surtout de la reprise, hein, et qui, je pense, c'est la raison de toutes ces fautes. Non, je vais pas en rajouter plus, hein. Pour moi, c'est clairement la même chose, hein. Ils ont peut-être tous voulu trop engager, aller trop vite. C'est peut-être un peu la pression de début de saison, et c'est pour ça que c'est parti un peu dans tous les sens, quoi. Bon, mais bon, comme voilà, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ça s'est bien redressé sur les sprints
de dimanche. Allez, on va parler maintenant de ces courses, honneur aux dames. La question que je vais vous poser, ça va être plus sur le sprint de dimanche. Est-ce que vous êtes surpris par la démonstration qu'a faite Anna Heuberg sur cette course? Surpris, non, parce qu'on la sait très forte, mais j'aurais pas forcément utilisé le terme démonstration, parce que selon moi, c'est pas vraiment une démonstration, quoi. On connaît ses capacités, mais c'est surtout, j'ai été impressionné par sa capacité à se remobiliser après son individuel qui était, on peut le dire, catastrophique. Alors que... Où on l'aurait peut-être plus attendu oui, d'ailleurs oui, sur un individuel. Les individuels, c'est sa discipline de prédilection. On se rappelle des JO, on se rappelle des saisons précédentes, ce qu'elle est capable de faire sur des indives. Et là, de l'avoir flanché à ce point-là, ça a été quand même assez choquant. Et le fait de se remobiliser comme ça et dès le lendemain passer de... elle fait 74e sur l'indive, le lendemain, elle gagne le sprint. Ça m'a impressionné, ouais. La capacité mentale à revenir dans le jeu, quoi. Un temps de ski plus connaître aussi, ça a jamais été, elle a jamais été lente, mais c'est pas non plus la plus rapide du circuit. Là, elle a vraiment allié les deux, Romain. Ouais, 3e temps de ski sur le sprint à 20 secondes de sa sœur Elvira qui repousse à 10 secondes Holzbou Rosseland. Donc une sacrée course d'Anna Heuberg qui a pris sa revanche, un peu comme les Françaises aussi, par rapport à l'individuel, mais comme aussi son compatriote Samuelsson qui avait fait exactement la même chose sur l'individuel, qui s'était troué. Les techniciens suédois ont bien travaillé ce dimanche-là. Ouais, mais en plus ils connaissent très bien cette piste, la neige aussi, même si c'est une neige de culture à la base, même si je crois qu'il a un peu neigé entre temps, mais le fond de neige c'est de la neige. Voilà, exactement. Donc c'est un circuit aussi, une piste que les Suédois connaissent très très bien et non, oui, c'est une sacrée course d'Anna Heuberg. Après aussi, faut voir maintenant si ça va tenir toute la saison, ce qui n'avait pas été le cas l'an dernier. Ouais, on en avait parlé d'Anna Heuberg. On va pas faire comme tu disais en introduction, on va pas faire un bilan maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Mais on était quand même assez déçus et on s'attendait pas forcément à ce qu'elle puisse faire ça aussi vite, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout qu'elle a affiché ses ambitions étant 100% les Jeux Olympiques, quoi. Oui, c'est ça. Et puis j'ai cru entendre aussi qu'elle avait eu pas mal de soucis d'ordre personnel, je crois, ces derniers mois. Oui. Oui. J'ai entendu ça sur la chaîne L'équipe, peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, toutes les planètes n'étaient pas forcément alignées pour qu'elle gagne ce sprint, mais elle l'a fait, donc on la suivra, parce que on sait qu'elle a clairement le potentiel pour se mêler à la lutte pour le classement général, elle l'a déjà montré. Donc affaire à suivre. Ouais, quelques mots également. Alors là, c'était les deux grandes dames la saison dernière, Thierry Lecoff et Mart Holzbou. Thierry Lecoff, week-end un peu compliqué. Ouais, compliqué. J'ai l'impression que pour Thierry, c'est le même schéma que la saison dernière qui se reproduit. 2 courses, plus que moyenne, quoi. L'année dernière, on n'était pas habitué, surtout sur les sprints. Ouais, surtout sur les sprints, c'était la reine des sprints la saison dernière, elle les a presque tous gagnés. Et là, on sait pas trop ce qu'elle nous fait. Elle termine 28e du sprint, quoi. Ouais, elle prend quand même des points sur les 2 courses, contrairement à la saison dernière où il me semble elle en avait pris aucun. Mais c'est pas... Ouais, elle est pas rentrée dans sa Coupe du Monde pour le moment, quoi. Ça fait bizarre de l'avoir là, quoi. C'est sûr, Romain, je sais pas ce que tu en penses, mais si elle est prétendante au Gros Globe, on peut limite dire qu'elle a grillé ses 2 jokers dès la première étape, quoi. Carrément, après, c'est sûr qu'aussi elle a fait la même chose qu'en dernier. L'an dernier, comme disait Emeric, elle avait aussi très mal débuté, encore plus. Elle avait pas marqué de points, donc après elle avait tout déchiré. Mais oui, là, clairement, elle a grillé déjà 2 gros jokers. Si elle veut prétendre au Gros Globe, déjà, il va falloir... entre guillemets se réveiller sur la prochaine étape qui va arriver rapidement jeudi sur le sprint. Donc c'est pas un début de saison idéal pour Thierry Lecoff qui semble pas son affaire sur les skis, même si c'est quand même assez acceptable. Mais quand on voit elle termine sur le sprint avec le 8e temps à 29 secondes d'Elvira Heuberg, oui, c'est pas la même Lecoff que l'an dernier. Classique, quoi. C'est ça. Après, à voir aussi si elle va monter en puissance jusqu'à février. C'est aussi une raison aussi de cela. Oui.
Pas trop de faire c'est souci sûr que pour elle. Hein. Ouais, c'est sûr que ça sera à suivre, hein, l'évolution physique des athlètes, hein, en fonction des Jeux Olympiques. On en a déjà parlé dans les précédents podcasts, hein, ça aura forcément un impact. Sa compatriote Holzbou, bon bah, on va dire, elle a bien joué placée, même belle place, hein, top 10 sur individuel, troisième sur le sprint. Bon bah, elle est dans les temps. Ouais, elle réalise la bonne opération du week-end, hein, en tout cas parmi les favorites, celle qui fait le gros des points. Après, ouais, je pense que va falloir compter sur elle toute la saison. Holzbourg-Rosland, c'est en termes de régularité, ouais, je m'en avais fait ma favorite pour. Elle reste dans ce qu'elle nous a habitués féminin, et oui, clairement, ouais, son clairement, dernière. et sur les skis, elle a été aussi très performante ce week-end. Donc, ouais, à voir, mais là, clairement, déjà, elle est en train de se positionner par rapport à la course Euroglobe, et déjà un bon week-end pour elle, même si il n'y a pas eu de victoire au bout. C'est sûr. On va pas s'étaler dessus, hein, mais on peut quand même signaler les belles performances, bah, notamment sur l'individuel de Marketa Davidova, hein, le 20 sur 20, hein, le Graal, hein, sur ce type de course. Bon, c'est sa course favorite, hein, un peu comme aussi sa dauphine, hein, Lisa Teresa Hauser. Là, on a vraiment deux spécialistes de la discipline aux deux premières places. Pas forcément, parce que Davidova, alors certes, elle a remporté 2 individuels sur ces 3 courses qu'elle a remporté donc de sa carrière, mais avant ouais, quand même, Romain, quand même. Ouais, mais oui, mais avant l'individuel des mondiaux, elle disait que c'était pas forcément un format pour elle. Elle le disait encore il y a ce week-end. Et pourtant, elle a réussi. Donc clairement, oui, des fois, ça ne veut rien dire, hein, même si on ne préfère pas ce format-là. Bah, moi, j'entends que c'est pas un format pour elle. Quand on fait un 20 sur 20, on peut quand même se reposer la question. Hein. Peut-être qu'elle va la reconsidérer. Après, elle aussi. Davidova, c'est aussi une athlète qui est très rapide, mais qui, certains moments, peut avoir certaines craquantes, qui est pas forcément très régulière. Donc forcément, sur un individuel, ça casse, hein. Quand on sait une faute, ça vaut 1 minute de pénalité. Après, elle a quand même souvent performé, sur des individuels. Je crois que c'était aux États-Unis aussi, au Canmore, au Canada. Je crois qu'elle avait fait aussi une belle perf. C'est une fille à suivre aussi cette saison, hein, parce que ça fait longtemps quand même qu'on la voit. Elle est jeune encore. Elle a le dossard bleu sur son torse, donc forcément, voilà. Et le jaune, hein. Et le jaune. Oui, et donc le jaune aussi, hein. Donc oui. celle qui fait le meilleur début de saison avec Kalim Bekava, mais bon, la Biélorusse ne s'est pas imposée. Mais oui, affaire à suivre pour Davidova, qui semble quand même un peu en retrait par rapport aux favorites sur les skis, mais en tout cas bon week-end pour la Tchèque. Ouais, c'était important de le souligner. Alors, une qui a pas passé un bon week-end, mais alors pas du tout, c'est Dorothea Virer, hein, qui a été vraiment, surtout sur les skis, hein, ça a été très très compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est un accident, ou malheureusement ça confirme un peu ce qu'on redoutait, hein, en début de saison? Moi, je suis pas du tout d'accord, tu vois, par exemple. Ah bah vas-y, Ouais. vas-y, Mike. Bah, je trouve qu'au contraire, elle attaque, elle attaque bien la saison, je mets des guillemets, même s'il n'y a pas Il va falloir que tu justifies, ouais. Ouais, même s'il n'y a pas la victoire comme la saison dernière, à ski, elle est là, mieux que la saison dernière. Pas exceptionnellement mieux que la saison dernière, mais c'est quand même... Elle semble moins à la ramasse que la saison dernière. Et derrière la carabine, on l'a vu, hein, sur les images, il a semblé qu'elle a eu un problème, c'était sur l'individuel, elle a eu un problème de cara, donc c'est potentiellement dû peut-être lui faire perdre des balles. Elle fait 4 fautes. On peut peut-être se dire qu'il y en a une ou deux qui est à côté à cause de ça. Elle perd énormément de temps à cause de ça. Et sur le sprint de dimanche, on voit aussi qu'elle a du mal à percuter ses balles correctement. Donc, non. Je sais pas, est-ce que t'as regardé ses temps de tir ou pas, voir si c'était, parce que bon, on est habitué à ce qu'elle tire extrêmement vite. Ses temps de tir, ça a été en chute libre par rapport à d'habitude. Ah, ça peut expliquer, parce que sur le sprint, t'apprends 1 minute 20 avec un tour de pénalité. Alors bon, c'est pas la plus rapide du circuit, on le sait, mais enfin ça fait cher quand même, hein, avec une faute. Là, tu vois, j'ai ses courbes de performance saison par saison sous les yeux. Au niveau du ski, ça a augmenté, donc elle a été légèrement mieux que la saison dernière. Et au niveau du tir, elle a jamais mis autant de temps à tirer que sur les 2 courses qu'elle a fait ce week-end. Donc tu retiens plus l'hypothèse de l'accident. Ouais, l'accident notamment dû à ses problèmes de carabine. Ouais, Romain ?
Je suis totalement d'accord avec Emmerich. Au niveau des skis, j'étais plutôt étonné quand même. Physiquement, je ne pensais pas qu'elle serait autant aussi à l'aise, aussi en forme. Je trouve physiquement, elle est quand même meilleure que la saison dernière. Après, oui, elle a quand même connu quelques problèmes techniques et bon, c'est pas un bon week-end quand même dans l'ensemble pour Vieur, hein, on va pas se cacher. Hein, 23e, 37e, c'est quand même loin des standards qu'elle nous avait habitués il y a 2-3 saisons, mais à voir Vieur, mais je suis un peu surpris dans Non, le mais bon sens j'ai quand bien même. compris. À ma question, doit-on s'inquiéter pour Doro? On ne Bah, s'inquiète pas. En fait, le truc, Non. c'est Ok. que la saison dernière, sa victoire a caché un peu la forêt de son niveau à ski qui était moins Ouais. bon que ce qu'on attendait, quoi. Et aussi, Ouais. pour être honnête, j'attends pas grand-chose de Dorothée Aveyor cette saison, donc voilà. Oui. Ok. Pas avant les JO, surtout, Voilà, personnellement. c'est ça, exactement. Pas avant les JO. Bon, bah écoutez, c'est noté. On va refermer la page dames, on va ouvrir la page des messieurs. Bah tiens, une question que je voulais vous poser pour commencer. Quelle victoire vous a le plus marqué entre celle de Laigrid sur individuel ou celle de Samuelson sur le sprint, Romain? Bah, Samuelson. Samuelson? Ouais. Emmerich? Ah, bah, on va partir sur la même, hein. Pour moi, ça Ouais, coule de source. Samuelson aussi. Ouais. Mhm. Ouais, d'accord. Mais non, si je vous posais la question dans ce sens-là, alors les grilles qui gagnent un individuel, je veux dire, Ça devient normal. voilà, ça devient normal. Mais on s'était posé aussi la question de se dire, est-ce qu'il va reconfirmer? Et puis bah là, il arrive sur cette course-là, bah il a gagné un entrée de jeu, hein, il devient leader du général, donc tout de suite il pose les bases. Voilà, donc enfin moi la réaction que j'ai eue, je dis ah bah c'est bon, on va retrouver. Il sera à la lutte pour le général avec son compatriote Beu jusqu'à la fin de la saison, quoi. C'est pour ça, le côté marquant en fait. Mais d'accord. Donc vous, c'est plus Samuelson. Pourquoi? Le côté bestial sur la piste. Pour moi, Ouais, il a un peu avalé la piste. il a ouais. fait la course parfaite, tout simplement. Ouais. Plus rapide sur les skis, le 10 sur 10 derrière la carabine, voilà, une course, il n'y a rien à dire. C'est la perfection, quoi. Tout simplement, hein, qu'a fait Samuelson. Hein. Ah, les Suédois depuis allez, on va dire 2 ans, ils nous ont quand même habitués à justement quand les planètes s'alignent, que les skis sont bons et que bah, le tir est bon, à faire des boucheries. Hein. On peut penser à Ponciliuma qui nous a sorti des trucs l'année dernière, des trucs d'extraterrestres totalement. Samuelson aussi. C'est vrai que quand ça marche pas toujours, mais quand ça marche, généralement c'est marquant les Suédois, quoi. Ouais, il y a une sacrée génération. Hein. Ouais. Bref, t'as un peu tout dit, hein, en fait, hein, Romain. Il fait la course parfaite, il est le meilleur sur les skis. Sur le dernier tour, là, quand on le voyait avaler les dizaines de mètres qui étaient devant lui, dans la montée, même dans les relances et tout, il était impressionnant et c'était beau à voir. Hein. Franchement, c'était très beau à voir. Ouais, et puis par contre, la Grette, bon bah autant sur l'individuel, ouais, je me suis dit c'est reparti comme l'année dernière, autant là sur le sprint, il y a différents voyants qui sont passés au rouge là. Hein. Bah, moi, ça me fait penser à un début de saison de Martin Fourcade. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ouais. Oui, qui remporte l'individuel en faisant Exactement. 0 faute et il se prend une praline sur les temps de ski, mais c'est passé le lendemain, ouais. Sur le sprint, il passe à côté. Enfin, on sent que pas physiquement il est pas là. C'est la saison où bon, il passe au travers. Hein, Bon, il fait une faute déjà. C'est vrai que la grid, ça marche souvent avec des sans fautes, quoi. Exactement. Et comment dire, j'ai pas envie de minimiser sa victoire sur l'individuel, mais forcément, physiquement, on sentait que voilà, il était pas là et le 20 sur 20 forcément était primordial pour lui. Sinon, c'était compliqué. Alors, il finit quand même avec plus d'1 minute d'avance, donc il aurait quand même gagné avec un 19 sur 20, je crois, mais Il finit avec c'était un peu, 59 c'est un secondes. peu l'arbre qui cachait la forêt, on va dire, cet individuel Ouais. pour sur la home Bah, rate. comme Doro la saison dernière. Ouais. C'est ça exactement, parce que physiquement voilà. il était pas là. Après, il a quand même fait le taf sur derrière le tir, hein, donc faut vraiment sur le pas de tir, donc faut vraiment le souligner. Ça, c'est du grand lagré derrière la carabine. Mais là, on a clairement vu. 37e sur le sprint. Voilà, on a clairement vu sur le sprint que c'est bien d'avoir le tir, mais quand t'as pas les skis non plus, c'est. Ah oui, parce que même avec un sans faute, il était à peine, Ah oui, il était à peine top 30. il a plus d'une top minute et 30, quelques, hein, c'est- donc clairement, Ouais. là c'est, je sais pas si on peut dire que c'est inquiétant, mais en tout cas oui là, comment c'est parti, il va pas pouvoir tenir la dragée haute à un Johannes Beu, comme dans cette configuration là, même avec un tir aussi costaud. Hein.
Ouais. Et un Johannes Beu, alors on sait pas si... Ou un Simon Détieux aussi, hein. Oui, ah bah oui, ah bah on va en parler dans quelques instants, hein, mais c'est sûr que là oui le sprint, allez on enlève grosso modo allez 20-25 secondes hein, sur une faute, il serait 25e hein, la grid, il se retrouvait à 1 minute 25 du vainqueur. Ouais. Donc bon, pareil hein, performance à confirmer ou infirmer dès la prochaine étape, hein, on verra ça. Mais c'est vrai que ça laisse sceptique Emmerich un peu ce sprint hein, de ce tour-là. Ça laisse sceptique, mais pas forcément à 100%, parce qu'il le dit dans l'interview d'après-course. Il sait que sa forme, elle est pas là vraiment à 100%, et que ça va venir au fil de la saison, un peu comme Quentin, quoi. Mais... Et donc en fait, vous êtes en train de m'expliquer depuis le début de ce podcast, que en fait tout le monde se fout de la Coupe du Monde. C'est ça en fait. Hein. Et ils attendent tous les Jeux Olympiques. Donc on va, écoutez, je pense qu'on va se retrouver pour les Jeux Olympiques. C'est plus simple. Mais faut pas se mentir, il y en a beaucoup qui misent toute leur saison là-dessus. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Mais on verra ce que ça donne. Quand t'as une équipe comme la Norvège l'an dernier qui a tout gagné, qui a tout raflé, qui a nombre de médailles de mondial à l'appel, forcément la saison suivante, quand t'as les Jeux, tu vas viser ça. C'est aussi logique en quelque sorte. Ouais. Hein, Après, faut pas non plus qu'il s'endorme sur ses lauriers, parce que la concurrence est rude en Norvège, et il faut quand même qu'il réussisse à s'assurer sa place de titulaire pour les C'est clair. C'est clair. Ça elle est rude, hein, c'est sûr, hein, parce que justement, nos amis norvégiens, il faut voir un peu, ils placent, ils jouent placé, quoi. Hein, ils en ont 4 dans le top 10, ils sont là, ils sont 4 dans le top 5 hein, pour le moment du général. Hein. Ouais. Et la grille, il est que 5e norvégien. Justement, hein, nos amis norvégiens hein, qui jouent encore plus que placés sur ce premier week-end, hein, Emmerich, ils sont combien au général ? Ils sont 4 dans le top 5. 4 dans le top 5, hein, ils ont pris leur habitude. Et puis au milieu de tout ça, il y en a un, hein, c'est Bakken qui a fait sensation hein, sur les 2 premiers. Hein. Ouais, 6e sur l'individuel, 8e du sprint. C'est une surprise, oui, non, mais parce que c'est ses premières courses en Coupe du Monde, mais ça fait quand même un petit moment qu'on entend parler en junior. C'est une vraie pipite. Hein. Un petit 20 sur 20 au passage sur l'individuel, hein, quand même, c'est jamais anodin. Hein. 100% de réussite ce week-end. Ouais. Donc clairement, là, il a mis la barre haute. Il y avait, pour rappel, il y avait 7 Norvégiens sur ce week-end-là, avec le fait que Andersen ait gagné le General IBU Cup. Alors, logiquement, ce sera lui qui va sans doute redescendre en IBU Cup le week-end prochain, là. Mais alors qu'il finit, je crois, 9e sur le sprint. Tu te rends compte ? Il finit 9e, il va quand même descendre en IBU Cup. C'est à dire le niveau de cette équipe. C'est assez hallucinant. C'est un peu tard pour les naturalisations pour faire les Jeux Olympiques, mais il y en a certains qui auraient pu réfléchir peut-être. Ah bah oui, sûr que si on peut mettre des Norvégiens qui naturalisent chinois, tu veux dire, ou sud-coréens. Oui, par exemple. Ouais, bah clairement, là il y aura du niveau en Chine, là c'est sûr, mais c'est sûr. C'est clair que ça va être horrible pour quand tu dis que tu as le niveau pour faire des top 10 et que tu n'es même pas sélectionné, c'est horrible. Hein. Surtout qu'en plus Andersen a chuté. Il a chuté sur le sprint, hein, donc il devrait être encore mieux classé. Ouais. C'est hallucinant. On en avait parlé dans le podcast de pré-saison masculin en disant que pour les places norvégiennes aux Jeux Olympiques, notamment sur le relais, que même un Leigrid, il aurait intérêt à confirmer la saison qu'il avait faite parce que ça pouvait, il pouvait se retrouver dans une situation totalement à l'inverse de la saison précédente. Et là, le premier week-end, ça va pas démentir tout ça. Ouais. Christiansen, 2e du sprint. Hein. C'est pas toi, Emmerich, qui nous l'avait placé dans les pronos, un peu chouchou, je sais très chouchou, un truc comme ça, non? Moi, je l'ai mis top 3 du général à la fin de la saison. Ah ouais, carrément. On peut le bloquer, là, le général, là. Du coup, là, c'est bon, on le... on le bloque là, j'ai raison. Hop, parfait. C'est ça. Et puis il est devant son illustre compatriote, hein, Johannes Beu, hein, avec un 10 sur 10. Sur le sprint. Et justement, une fois n'est pas coutume, hein, on n'a pas encore parlé de Johannes. Hein, souvent, c'est le titre de la course au gros globe. Hein, on n'en a pas encore parlé de lui. Johannes, week-end, un podium, une 3e place. Qu'est-ce qui nous fait son individuel déjà un top 10, non? Oui, 5e. 5e.
5e, donc bon, un week-end honnête. Après, si on est un peu tatillon, il nous a habitués au caviar, hein, donc bon, on pourrait dire un demi-teinte. Et moi, ce qui me marque le plus, je voulais poser la question, c'est que un Johannes à 10 sur 10 sur un sprint, c'est victoire 40 secondes d'avance, quoi. Là, ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce que vous avez des explications? Bah, généralement, quand même, Johannes, il est pas au top dès le début de saison. C'est souvent ça. Hein. Ouais. Il était malade aussi, hein, il y a encore peu Exactement. de temps. C'est vrai. Ouais, mais généralement, enfin, faut regarder les analytiques, l'historique des dernières saisons. Johannes Beu, il est jamais au top au début de saison. Et petit à petit, il monte et dès Orphildson, ça gaz et après au Grand Bornand, ça décolle. Donc voilà, mais non, moi je suis pas alors surpris ou déçu Oui. en tout cas de son week-end. Il fait quand même Tu as totalement raison. L'année dernière, Romain, Émeric vient de me passer ses statistiques. Il est très mauvais en début de saison. Il est 2e de l'individuel à Contiolati. Il gagne le sprint et il fait podium sur le sprint et la poursuite suivante. Oui, mais Donc, je parle physiquement après. Je parle physiquement. Oui, non, mais oui, bien sûr. Physiquement, il est un peu, voilà, il est pas à 100% au début de saison et progressivement il monte. Mais après, il est déjà en tête du général, quoi. Hein. 2 top 5. Ah oui, non, mais bien sûr. Voilà, J'ai dit si on est un petit peu tatillon. Voilà. Oui, c'est pas du grand Johannes Beu comme on a pu avoir. Et puis tant mieux. Enfin. Ah oui. Sans remettre en cause ses grandes performances, hein. C'est toujours plus agréable quand il y a un peu de concurrence. C'est sûr, hein. Enfin, fut un temps, Johannes, quand il est arrivé sur le tir debout et qu'il enchaînait 5 cibles, bon bah là on regardait plus, entre la 2e et la 90e place, quoi. La première place on regardait plus, quoi. Là il y a de l'intérêt quand c'est comme ça, quoi, c'est vrai. Et l'adversité c'est aussi peut-être a peut-être progressé aussi désormais, peut-être qu'il n'aura plus la marge qu'il avait autrefois. On sait qu'un Martin Ponsiuma fait souvent jeu égal avec lui désormais. Samuelson est quand même très costaud là sur ses débuts de saison. Les Français sont au top pour la plupart, donc à voir. Mais après, comme toujours, hein, ce sera la régularité. Et Johannes Beu est régulier depuis 2 saisons, donc même 3 saisons face à Martin Fourcade lors de l'année des Pyeongchang. Mais voilà, un bon début de saison pour Johannes Beu qui est encore en rodage, je pense. Ouais, du rodage pour toi aussi, Émeric. Ouais, bah clairement. Hein. Je pense que c'est même pas besoin de poser la question. Hein. Il est en rodage, il va revenir. Il y a pas de souci à se faire. Il se cache bien. Enfin, il se cache bien. On n'entend pas trop parler de lui, moins que les autres saisons. Mais il est quand même là, premier du général. Je pense qu'il est tranquille dans sa tête. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Et on va le voir revenir tôt ou tard. Il y a pas de souci à se faire là-dessus. On s'inquiète pas alors. On s'inquiète pas beaucoup du coup, hein, pour l'instant. On l'avait dit, on tire pas de conclusion hâtive. On ne s'inquiète pas. Un moment marquant pour vous ce week-end. Est-ce que vous avez relevé un truc qui vous a marqué? Edouard Latipov qui se trompe de ligne d'arrivée. Oui. C'est pas le seul. Hein. Ouais, il y a Justine Breza aussi qui s'est trompé, mais on l'a pas vu en direct filmé, mais Latipov on l'a vu. C'est assez cocasse, hein, comme scène. Alors qu'il jouait le podium, hein, certainement. Ouais. Alors, il l'aurait pas eu quand même, je crois, mais... Un petit souci de signalétique ou non Bah, non, ou le fait d'arriver dans une descente, que la piste qui va face à toi, c'est celle qui va directement vers le pas de tir, alors qu'il faut aller un peu vers la gauche pour aller sur la ligne d'arrivée. À un moment, tellement dans sa bulle à aller... position chaude. Ouais, voilà. Peut-être à vouloir suivre aussi, il faudrait suivre un autre biathlète. Il prenait l'aspiration, il a pas fait gaffe. Ouais, il faudrait faire comme en Formule 1 avec une voie de sortie pour bien indiquer. C'est ça, avec des oreillettes, box, tout ça. Ouais. Ok. Et Émeric, un moment marquant? Moi, ça va être les grosses performances de biathlètes qu'on n'attendait pas trop sur l'individuel, à savoir les frères Go, qui finissent tous les deux dans le top 10. C'est vrai. Et le japonais Kobonoki aussi, qui termine aussi dans le top 10. Enfin, c'est du... Alors, il y a un des deux frères Go, je sais plus si c'est Scott ou Christian, il y en a un des deux qui avait déjà fait un top 10. Même 2, il me semble. Mais les voir tous les deux dans le top 10, plus le japonais, sur une course, bon, c'est parti un peu dans tous les sens, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais c'est quand même assez inhabituel. C'est l'essence même d'un individuel, hein. C'est vrai que c'est sur ces courses-là qu'on voit, il passe vraiment
il passe vraiment pas loin du podium. Hein. C'est quoi son prénom, Simon? Non, pas du tout. C'est Go, c'est Scott. c'est Chris, c'est Scott. Scott Go. Ouais. C'est Scott qui finit 4e. Ouais, ça passe vraiment pas loin. Ok. Dernière question sur cette course au gros globe, hein, vous l'avez vu, les nouveaux dossards distinctifs. Alors moi j'avoue, hein, j'étais passé totalement au travers. C'était prévu depuis longtemps ce truc-là ou Je sais pas, j'ai vu ça enfin l'ouverture sur la course. Ouais. Ouais. Bah ouais. On a découvert. C'est ça, un espèce de dégradé de couleurs sur Sturlaon, on le voyait bien. Hein, c'était vraiment très. Ça, vous aimez, vous Ça aimez semble pas te plaire, toi, Romain. Bah non, parce que ça me met pas forcément en valeur, je trouve, les dossards distinctifs, une moitié jaune, une moitié blanche. Je suis pas forcément. Moi, je préférais le dossard jaune, plein jaune, sur tout le dossard et Ouais. je sais pas. Mais les personnes qui sont au design à l'IBU, ils doivent avoir des problèmes de vue, c'est pas possible. Hein. Il y a un nouveau sponsor principal cette année Ouais. sur les maillots, non? Décathlon, ouais. Bah, Ouais. ouais. Est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Hein. Ah non. Non. Non, parce que les sponsors, généralement... C'est en haut, c'est au-dessus, là, Enfin, ouais, c'est... C'est sur la partie haute, ouais. Ouais, d'accord. Mais Ouais, ok. Ouais. après, non, c'était surtout, je pense, le style qu'ils ont fait, c'est découper aussi, si jamais deux athlètes ont aussi deux dossards différents, distinctifs, comme là, c'était le cas pour la grid avec le rouge et le bleu, et là, je trouvais que ça rendait bien, plutôt. Encore mieux que l'an dernier, où c'était un peu bizarre, je trouvais, un peu à la Monaco, là, à l'AS Monaco. Et non, je trouvais très bien, mais là, pas forcément fan. Mais après, ouais, ils ont tout misé sur la police du chiffre et la taille. Là, si on les voit pas, là, faut aller chez l'opticien. Là. Alors, ouais, mais pourtant Romain, malheureusement, je pense qu'il va falloir que tu t'habitues, hein, parce que je suis pas sûr qu'il change en cours de saison. Bah justement, je pense que je vais lancer une pétition quand même. On va lancer une pétition. Ouais, et... bah écoute, hein, vas-y, lance une pétition, puis on verra ce que ça peut donner. Bah tiens, on parle de dossard justement, un autre classement. Hein, on va pas parler des spécialités pour l'instant. Hein, les vainqueurs forcément ont le dossard rouge. C'est le dossard bleu. Aymeric, un petit point sur ce classement-là. Oui, allez, on va faire ça assez rapidement. Donc, chez les dames, logiquement, c'est Marketa Davidova hein, qui est en tête avec 86 points. Deuxième, Elvira... Ouais, avec le combo dossard jaune, dossard bleu. Deuxième place, Elvira Heuberg, 57 points. Et troisième place, Emily Kalkelberg, 36 points. Chez les hommes, il s'agit donc non pas de Sturlaum Legrid, mais un autre Norvégien, Sivert Guttormbakken, on en a parlé tout à l'heure. Donc qui est premier avec 72 points, devant Sturla qui lui en a 64, et à la troisième position c'est Sebastian Samuelsson avec 61 points. Ok, merci. Bon allez, on passe à nos bleus, hein, troisième partie de notre podcast. Cette fois-ci, on commence par les messieurs. Allez, la question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes plus étonné par les performances de Simon Destieux ou les contre-performances de Quentin Fillon-Maillet? Romain? Je suis pas forcément étonné par Simon Destieux. Ah, il est un peu plus étonné par les contre-performances de Quentin. Ok. Aymeric? Eh ben moi, on en parlait tout à l'heure en préparant le podcast, aucun des deux. Ah ouais, donc, alors ok, donc en résumé, Simon Destieux, il a le dossard jaune, vous n'êtes pas du tout étonné, vous disiez déjà dès la semaine dernière, c'est sûr, Simon il repart avec le dossard jaune à la fin du week-end. Non, on sait qu'il était capable de faire de telles performances après. Je sais pas. Ouais, je vais m'expliquer. Vas-y, Aymeric. Avant de me faire tirer dessus à balles réelles. Non, les performances de Simon, on le sait, depuis la saison dernière, notamment la deuxième moitié de saison, on sait de quoi il est capable, on sait qu'il a passé un cap, et qu'il est capable, sur quasiment tous les formats de course, d'aller jouer le podium, voire la gagne. Donc c'est ça en fait qui ne m'étonne pas de le voir aujourd'hui porter le dossard jaune en ayant terminé 3e et 5e. Même 2 fois de suite. Enfin, faire ces 2 performances-là d'affilée. Oui, franchement, au vu de la fin de saison qu'il a fait l'hiver dernier, je trouve pas ça déconnant, quoi. Ok, je Romain. Clairement pas ça déconnant. Et juste pour terminer avec Quentin, on sait que c'est quelqu'un qui a besoin d'enchaîner les courses pour rentrer dans le rythme Coupe du Monde.
On l'a vu la saison dernière. Après, c'était plus général au bleu la saison dernière, mais il avait déjà eu du mal l'année dernière donc à rentrer dans la saison. Et là, cet hiver, donc c'est un peu la même chose. Hein. Il a du mal à être dedans. Sur les skis, il termine 12e temps sur le sprint et 7e temps sur l'individuel. Il commet quelques fautes que d'habitude, il ne commet pas. Mais... Il nous a fait un peu un remake sur l'individuel l'année dernière où il se tirait une balle dans le pied dès le début de la course et après il enchaînait bien derrière. Ouais, non, mais moi c'est pas vraiment des contre-performances, c'est surtout qu'il lui faut du rythme pour rentrer dans la saison et ça va clairement revenir en ordre sous peu. Romain. Ouais, comme Aymeric, je suis totalement d'accord sur ce qu'il dit sur Simon Détieux. Hein. Pour moi, c'est pas une surprise. S'il avait des... Non, mais il a le dossard jaune, c'est pas une surprise. Non, mais il a remporté 2 courses l'hiver dernier. S'il avait remporté l'individuel d'ouverture, on n'aurait pas non plus été très étonné. Enfin, il l'a déjà fait. Donc, il aurait aussi porté le dossard jaune directement. Et bon, ça n'aurait pas non plus une surprise en soi. Voilà, pour Simon, moi je suis pas du tout surpris, même si on n'en parle pas beaucoup finalement de Simon, comme on le dit souvent, mais il se discret, mais il performe. Oui, c'est vrai. Mais c'est sa personnalité. Voilà, exactement. On met plus toujours en valeur Emilien Jacquelin ou Quentin Fillon-Maillet, donc et c'est un peu la troisième roue du tricycle français, Simon Détieux, souvent pour tous les observateurs, mais finalement ce week-end, voilà, on voit qu'il est présent et c'est l'un des leaders de l'équipe de France. Regarde, tu prends les 10 dernières courses en prenant donc les 2 de cette saison et les 8 de la saison dernière. Il sort que une fois du top 10. 2 fois du top 10, excuse-moi. Sur les 10 dernières courses. Oui, donc il est sur la continuité. Mais d'ailleurs, on en parlait un peu avant le début de l'émission avec Aymeric. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une certaine continuité ce week-end? On n'est pas sur une certaine continuité de la saison dernière en fait, comme s'il n'y avait pas eu il y a eu pas de pause de 6 mois en fait. Les choses reprenaient un peu les unes derrière les autres. Pas sur tout, hein. On peut toujours trouver des contre-exemples. On a parlé de Thierry Lecoff, mais je sais pas, non. Vous avez pas cette sensation-là? Bah ouais. C'est sûr, parce que on trouve ce sont les mêmes acteurs et oui, c'est avec Simon Détieux qui continue sur sa lancée de il y a fin mars où il avait remporté la Mastart. Forcément, ça nous rappelle au bon souvenir et alors on a plus le vent par contre, ça c'est la petite différence. Ah, ça c'est bien. Ouais, ça c'est très bien, même si bon, des fois un peu de vent, ça nous donne un peu de folie, mais pas trop non plus parce que bon, c'est à un moment donné, on est plus sur de la loterie qu'autre chose. Mais ouais, on est quand même sur une sorte de continuité, même si côté norvégien, il y a au niveau des leaders, c'est peut-être pas forcément la même dynamique quand même, surtout au niveau des filles. Je trouve, on a parlé d'Olsbu, de Eckhoff, mais on n'a pas parlé de Tendrevold qui a vécu aussi un week-end assez compliqué, mitigé, qui avait remporté la Mastart à Östersund en mars dernier. Bah oui, c'est une continuité, surtout pour Simon et au niveau des étapes, et on espère que pour lui ça va continuer aussi le week-end prochain qui se fera également encore à Östersund. C'est vrai. Donc ouais, Quentin Fillon-Maillet, bon, l'individuel, plus qu'honnête, une 8e place, voilà, c'est des formats où il excelle pas forcément. Plus sur le sprint, je crois. Après, encore, on parlait de l'accident tout à l'heure, on pourrait peut-être aussi mettre ça sur ce biais-là, quoi, d'un accident. Donc bon, bah on va regarder, on va voir les prochaines courses. Mais par contre, encore une fois, pour le général, si on parle même de dossard jaune, de Roue Globe, là ça fait très mal, quoi, une course comme ça. C'est pas un bon départ, c'est sûr, ouais. C'est clair. Ouais. Ok. Emilien Jacquelin, on va en parler un petit peu. Vu ses performances de ce week-end, vous êtes plutôt confiant pour le reste de la saison? Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il était, comme d'habitude, quoi. C'est Emilien Jacquelin, quoi. On peut s'attendre à tout et souvent au meilleur. Bah, comme d'habitude, mais il a quand même passé un cap physiquement, clairement. Oui. Ah bah là, il s'est mis en mode fusée. Ouais. Même, je trouve que généralement, il avait du mal à terminer sur ses courses. Sur le sprint, il a un peu perdu sur Samuelsson, mais il a quand même bien terminé. Physiquement, on sent qu'il y a un truc en plus là. Il a chuté, Il a chuté sur le sprint en plus. Oui, sur la note pénalité, ouais, je crois. Ouais, exactement. Donc clairement,
Sans chuter, Il gagnait, il hein. finit meilleur Ouais, temps, il, ça se il trouve. gagnait logiquement. Enfin, sans la faute, voilà. Je pense qu'il avait clairement la victoire dans les jambes ce dimanche. Mais non, un week-end très positif pour Emilien. Il y a quelques balles encore qui partent par là. Bon, sur Même l'individuel, si, c'est quand voilà même ce que j'allais dire, même s'il avait mal commencé. Oui, sur quand même, l'individuel, parce que oui. Quand je disais justement qu'on a retrouvé Emilien Jacquelin, qui a pas trop changé. Alors oui, tu dis sur les temps de ski tout ça, mais voilà, il nous fait un 14 sur 20 sur individuel au-delà du top 30 et puis il nous sort cette course de dimanche stratosphérique quoi. C'est un peu Emilien. Ça, Quoi. ouais, exactement, c'est du Emilien tout craché au niveau du tir, mais au final, sur les tirs couchés, il a l'air plutôt pas mal. Alors que c'est là où, au niveau de sa blessure, il est plus gêné. Alors que c'est sur les debout, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, bah c'est du Emilien tout craché. On sait qu'on va passer par toutes les émotions avec lui et je sais que comme Lagrid, Johannes Bö, Anneberg, ils visent les jeux. Donc Ouais, sera là. encore, Il va tout encore d'autres. fracasser au JO. Ouais. Ouais, voilà, allez, on parlera d'Emilien en février prochain. Bah si, Émeric, parle-en un petit peu quand même. Allez, un petit peu. Moi, j'ai noté un truc que j'ai plutôt apprécié chez Emilien, c'est que le fait d'avoir... Enfin, il finit avec 6 erreurs hein, sur l'individuel, mais j'ai trouvé que j'ai apprécié le fait qu'il ne s'apitoie pas sur son sort et dire ouais, j'ai fait des fautes parce que j'ai eu ma blessure au poignet. Il n'a pas accentué le problème là-dessus. Et au C'est vrai. contraire, il a vu plutôt le positif dans l'ensemble de son week-end. Et j'ai bien apprécié cette réaction de sa part. J'ai trouvé que c'était très intelligent. Il a gagné en maturité, hein, il le dit. Hein, sa blessure, ça l'a fait grandir. Ah ouais. C'est Bah, ça s'est C'est- bien ressenti ouais, ce week-end. c'est en clair. tout cas, C'est ouais. peut-être cher payé pour gagner en maturité, mais au moins ça l'a peut-être permis de Donc franchir un cap. si je résume, hein, vos avis, encore une fois, on est confiant. Hein, on est confiant Oui. pour beaucoup de monde. Même pour Emilien. Après, non mais après Emilien Jacquelin, voilà, quand on le dit, est-ce qu'on est confiant pour le reste de la saison? C'est vrai que quand on voit au départ Emilien Jacquelin, on s'attend à quoi en fait? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. On se dit pas, il va pas gagner toutes les courses, on le sait. Enfin, c'est pour l'instant, en tout cas, c'est pas, voilà, il fonctionne pas comme ça. Donc voilà, Emilien Jacquelin, c'est un peu le biathlète quand il part. On s'attend à on veut le voir pour sa performance plus que pour son résultat Bah. final, parce qu'il est capable de tout. Donc Ah, justement, en fait, ouais, quand on dit qu'on est confiant pour Johannes Bö ou confiant pour Emilien Jacquelin, c'est pas la même chose, c'est pas le même degré de confiance. c'est vrai. Quand on dit qu'on est confiant pour Johannes Bö, c'est que bon, on est confiant pour qu'il gagne une nouvelle fois le général. Pour Emilien Jacquelin, c'est on est content parce qu'il est en forme et qu'il va faire des coups durant la saison. Il va essayer d'être régulier et il va C'est faire ça. quelques podiums. On espère aussi des victoires, mais pas jouer le général de la Coupe du Monde. On lui fait, hein, évidemment, mais voilà, c'est pas le même degré de confiance. Mais voilà, on est confiant au niveau de sa forme et du fait qu'il peut jouer de belles choses cette saison malgré qu'il soit blessé. Il a été blessé durant l'été. C'est vrai, c'est vrai. Pour clôturer ce sujet masculin bleu, un petit mot sur les performances de Fabien Claude et Antonin Guigona. Bah tiens, on va se répartir. Qui veut Fabien Claude? Bah, moi, je veux bien Fabien Claude, si tu veux. S'il veut bien aussi. Ouais. Mais... Oui, bah Ouais. vas-y. Hein. non, je disais, s'il Ouais, veut bien, ouais. Fabien Claude veut bien de moi. Enfin, veut bien que je lui parle, mais. Ah On lui on lui demandera. Ce sera trop tard, mais on lui demandera. Ouais. Non, pour Fabien, très bon week-end, hein. D'ensemble, surtout, bah, comme Emilien, très performant en ski. Ça l'a vraiment porté durant tout le week-end. Au niveau du tir, on sent quand même encore, il est dans la continuité de l'an dernier, en tout cas sur le début de saison. On sent qu'il y a 11e de l'individuel, 6e du sprint. exactement un bon week-end régulier pour Fabien. On peut avoir un peu de regret quand même sur le sprint. On sent qu'il pouvait, il y avait un truc à jouer, un peu comme Emilien aussi, mais c'est pas il passé. était clairement dans les temps de ski des meilleurs. Hein. Exactement. Donc on sent que même l'équipe de France, même si bon Quentin est un peu en retrait sur les skis, mais encore il est 12e temps de ski sur le sprint, c'est pas non plus dégueulasse, hein, mais c'est pas au niveau que l'on connaît. Mais Ouais. Fabien, on sent qu'il est là, qu'il est présent et clairement il est positionné là pour jouer des podiums et pourquoi pas aussi une victoire en ce début de saison là. Clairement il est bien. Un bon premier week-end. Ouais. Non, c'est à souligner d'une manière générale. De toute façon, les skis bleus étaient impeccables. Hein. Là, ça a fusé hein, sur la piste hein, pour à peu près tout le monde. Hein. Là-dessus, on peut être rassuré. Et Hein. même Antonin, ouais. Il n'y a pas de... Ouais, bah justement, Antonin, Émeric, tu as un petit mot sur Antonin? Ouais,
Bah, c'est un peu dans la continuité de sa saison dernière, lui aussi. Hein. Ouais. C'est vrai. sans trop d'éclat. Il est pas à la ramasse à ski. Il n'est pas non plus dans les tout meilleurs temps. Il On chope des regrettera points. peut-être. Non, je disais, on Ouais. regrettera peut-être son individuel, 5 fautes. C'est peut-être Ouais, le genre voilà. de format où justement il peut performer. C'est un peu dommage. Ouais. C'est le seul petit point négatif que j'aurais du week-end. C'est peut-être une ou deux balles en trop sur l'individuel, mais sinon à ski c'est correct. Et Ouais. puis il chope même s'il chope enfin pas énormément de points sur l'ensemble du week-end parce qu'il se retrouve avec 29 points, c'est quand même correct. C'est pas mauvais, c'est pas hyper bon. C'est de bon augure quand Donc même ça- pour le reste de la saison. Ah, si on doit se C'est un projeter, week-end. si on doit se projeter sur les jeux, forcément, on va dire que le perdant au niveau de l'équipe de France, c'est peut-être Antonin Guigona. Voilà. Ouais, voilà, Sur ce- c'est ça. Sur ce week-end-là, oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, bah, on les suivra également, hein, Fabien et Claude et Antonin Guigona, hein, dès la prochaine étape. Allez, on bascule sur les filles, place aux dames. Alors, j'ai envie de vous dire, hein, bleu qui rit, bleu qui pleure, doit-on s'attendre à une nouvelle saison avec un ascenseur émotionnel incroyable pour nos Françaises et ainsi que les téléspectateurs, le public, nous, enfin, tout le monde, quoi. Bah, c'est Ah, parti j'ai- comme ça, en tout cas. Ah, j'en ai Ouais, bien peur aussi. ouais. hein. Ouais. Et samedi, on n'en est pas large, hein, aux alentours de 13h. Ah, c'est vrai que là, bah, faut le dire, hein, début catastrophique, hein, pour les Bleus. Ah bah oui. Ça a été une vraie Là, c'est... déroute, hein. Là, on parlait de continuité entre la saison dernière et cette saison. Malheureusement, sur ce point-là, sur la première course, en tout cas sur l'individuel, voilà, il y a eu le tir, hein, encore une fois, hein, principalement. Hein, il me semble que sur les skis, ça allait pas mal. Oui, sur les skis Bah, aussi, c'est hein, ça. ça allait, hein. Mhm. On est dans la continuité au tir avec beaucoup plus d'erreurs que la moyenne des filles qui jouent devant. Et Ouais. par contre, à ski, bah, on est toujours... Justine, c'est une vraie fusée. Julia, elle a été bien moins rapide qu'à son habitude, par contre. Ouais. Mais voir une Anaïs finir 6ème meilleur temps de ski sur Ouais, c'est la l'individuel, surprise enfin, quand même, hein. Ouais. Mhm. Ça date de quand, la dernière fois qu'elle fait une course avec le 6ème temps de ski, quoi. Enfin, C'est j'ai ça. été impressionné. Hein. Mais par contre, voilà, première française sur l'individuel, 28e. Alors, 28ème, ouais. je sais pas si on a cette statistique ou pas, ou on la retrouvera plus tard, c'est pas grave, hein, mais je sais pas depuis combien de temps c'est arrivé qu'il n'y ait pas eu une française aussi mal classée sur une course, quoi. Bah, je crois que je disais pendant la course que Il y ça a devait peut-être être... pas besoin de remonter si loin que ça. Hein. Ah ouais, mais je pense Ah ouais que ça doit être peut-être la plus mauvaise D'accord. performance d'ensemble quand même du groupe français. Hein. Ouais, voilà. Non, mais on n'avance pas. Hein. Moi, j'avance. Je dis, on n'a pas la stat sur nous. Non, voilà. non. Non. Mais là, j'ai quand même un doute sur le fait que ça soit arrivé. Mais il y avait toujours une 17e, une 18e place. Oui, enfin, c'est un vrai, truc c'est et vrai. tout. Ouais. Mhm. Mais 28e, enfin, c'est juste énorme. Alors ça, c'est le côté bleu qui pleure. Et puis, ben, le lendemain, hein, sur le sprint, voilà, bleu qui rit, encore une fois. Hein, l'ascenseur émotionnel est reparti dans l'autre sens. Et puis, bah, donc, du coup, hein, magnifique deuxième place d'Anaïs Chevalier, Mhm. hein, qui aime bien les sprints. Hein. C'est là où elle a fait ses meilleures performances, je crois, hein, l'année dernière. Ouais, l'an dernier à Concharty, pardon, en début de saison, hein, elle avait Ouais. terminé derrière Anna Heuberg aussi, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, Ouais, c'est possible. Donc, Voilà. ouais. Justine Breza-Boucher qui fait 6, hein, donc voilà, malgré une faute. Donc là voilà, ça a été le bon côté, le bon visage des Françaises. Alors ce qu'on peut leur reconnaître par contre, bah, c'est pour celles du moins qui ont performé sur le sprint, hein, c'est l'orgueil, hein, la réaction. Hein, elles ont pas laissé le doute Exactement, ouais. planer. Elles ont pris une gifle en ouverture et elles ont tout de suite su rebondir et c'est très bien. Au moins comme ça, il n'y a pas de doute qui s'installe pour elles Ouais. en attendant Ouais. les prochaines courses parce que clairement faire deux mauvaises perfs d'affilée, si toutes les filles avaient fait ça, ça aurait été dur à encaisser. Ça aurait fait tâche. Ouais, ça aurait fait tâche, hein, clairement. Et là, bon, même si on sait que Julia et Chloé n'ont pas performé sur le sprint non plus, au moins que les autres aient fait de belles courses, une belle course sur le sprint, bon, ça a donné un peu de positif à Ouais. tout ça dans ce groupe qui avait pas fait un bon départ le samedi.
Et donc pour répondre à ma question de départ, on peut s'attendre à ça toute la saison. On y va tout droit ou bon, c'est difficile. Enfin, on n'a pas une boule de cristal, hein. Mais ça risque d'être un peu la thématique de la ça saison. sera difficile d'aligner toutes les planètes pendant toutes les courses. Hein. En tout cas, que toutes les filles fassent de grosses perfs. Après, moi, je vais être honnête, hein, j'attends énormément de régularité des filles. Hein. C'est leur deuxième saison avec Jean-Paul Jacquinot. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Elles ont moins d'excuses que la saison dernière, quoi. Là, exactement. Après, bon, on leur nous doit rien, évidemment. Mais moi, j'attends pas mal de l'équipe féminine cette saison. Et ouais, j'espère que, par exemple, Justine Breza va accumuler les belles performances comme elle a fait sur le sprint, là. Un beau 9 sur 10, de beaux tirs, une forme qui est très bonne sur les skis. Et c'est dommage, ça n'a pas payé, mais avec un podium. Mais en tout cas... on attend ça, évidemment, on attend des performances comme celle-ci plus régulières sur toute la saison. Ouais, c'est sûr. Bon, par contre, pour le week-end qui a été très très compliqué, hein, c'est pour Julia Simon. Hein. Alors là, que ce soit l'individuel ou le sprint, hein, elle est passée au travers, hein, on peut le dire. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors pour l'instant, vous n'êtes pas inquiet hein, depuis le début. Hein. Alors est-ce que là, ça vous inquiète ? Un peu, ouais, quand même, parce que Ah, quand même. là, elle n'est pas passée seulement à côté au niveau du tir, c'est que même au niveau du ski, elle nous a pas habitués à ça, quoi. Elle prend presque 2 minutes sur l'individuel. Sur le sprint, elle prend 42 secondes. C'est... Peut-être qu'on ne sait pas et qu'elle est malade, qu'elle a été malade récemment ou qu'elle nous cache quelque chose, une blessure, un truc comme ça, mais ouais. Est-ce qu'après il n'y a pas une dimension psychologique aussi quand elle attendait beaucoup d'elle-même, elle l'a dit hein, pour le tir cette saison, il y a eu des décalages qui ont été faits l'année dernière, tout ça et tout, et puis bah peut-être que quand on se loupe sur le tir, on a beau avoir la caisse sur les skis, est-ce qu'on perd pas en motivation, est-ce que je sais pas, hein, est-ce que ça peut pas être lié aussi hein. Ah bah forcément quand tu ressors d'un tir, si t'en as mis 4 à côté, t'es quelque part, même si tu veux pas le dire, t'es démotivé, hein, mais... Et surtout, là, en plus, il n'y avait pas de poursuite après le sprint, donc forcément, quand t'es largué, après, t'as plus rien à perdre forcément, donc autant regarder un peu, même si en début de saison, on sait que les athlètes veulent quand même se donner au max pour trouver le rythme. Ouais, donc on verra, hein, parce que bon, comme disait Emeric, hein, c'est vrai que le problème de tir, et c'est vrai que à ski, ça a pas suivi non plus, donc bon. Encore une fois, pas de conclusion hâtive, mais c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut pas s'emballer sur les courses de pré-saison. Hein. C'est Julia qui avait remporté le sprint à Souchon. Chloé, c'est aussi une déception en quelque sorte un peu Chloé parce que on attendait un peu quand même au vu de ses performances à Souchon. Clairement même. Ouais, donc pour le moment c'est pas passé. Puis Chloé nous a habitués à faire des super tirs aussi, hein. Chloé même avant les courses de Souchon qu'elle a faites en novembre là, elle avait fait aussi des belles performances avant. C'est vrai que c'est pas on va dire que Julia et Chloé pour le moment débutent timidement, mais on espère que ça va monter dès le week-end prochain. Ouais, Chloé 0 point au compteur pour le moment. Ouais. Donc, c'est dommage hein, parce que c'est ça. Après, pour boucler la boucle, Anaïs Bescon, on en a déjà parlé tout à l'heure, un week-end honnête. Oui. Alors oui, certes, a fini première française sur individuel. Bon, on va pas revenir dessus, 28e, hein, c'est voilà. Par contre, le sprint, impeccable, hein, j'ai envie de dire. Ouais, 13e avec une faute, c'est bien. C'est bien. Hein. Franchement, elle est en bon début de saison pour Anaïs. Après, à voir si elle va maintenir cette forme tout au long de l'hiver. C'est Marine qui en parlait que peut-être ça sera compliqué. Qu'elle maintienne un certain niveau tout l'hiver. Mais bon début de saison pour Ananas. En tout cas, elle est présente, la patronne de l'équipe féminine, la maman. C'est ça, la capitaine. Voilà. Bon, on parlait des hommes qui a marqué des points pour la 4e place du relais. Là chez les filles, compliqué de façon de parler pour l'instant même de 3e, de 2e place. Enfin voilà. Là pour l'instant c'est beaucoup trop tôt hein, je pense. Il y a un relais en tout cas qui c'est intéressant, c'est que les relais la semaine prochaine les gens vont avoir un premier aperçu. C'est vrai. Donc c'est après vrai. On peut déjà placer Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Breza-Boucher et Anaïs Bescon je pense déjà sur ce week-end. Ouais. À voir maintenant entre Julia et Chloé. C'est sûr. Bon allez. Ou peut-être Caroline.
Peut-être Caroline, exactement. Oui, bah alors, Allez, ne va pas trop vite, Émeric. Ne va pas trop vite. Belle On transition. va en parler. On va en parler. Non, parce que on va parler oui. du Big Cup, mais avant, Romain a quelques questions d'auditeurs à nous soumettre. exactement. Donc on vous a demandé de nous poser quelques questions sur cette première étape à Östersund et on va y répondre. En tout cas, Émeric et Damien vont y répondre. On va essayer. Ils vont essayer, c'est déjà pas mal. On va faire de notre mieux. Exactement. Ah oui, alors première question, une question de Hugo. Un biathlète qu'on n'a pas parlé alors qu'on a quand même vu aussi en fin de saison dernière, c'est Lucas Hofer. Pensez-vous que la gêne de Hofer aura une conséquence sur son année en Coupe du Monde? On sait qu'il a été blessé sur la fin de sa préparation, il a vécu un week-end très compliqué. Là, ça débute mal pour l'Italien. Ça débute mal, mais après, j'ai envie de te dire que dans l'équipe d'Italie, il a quand même pas trop de soucis à se faire, parce que même s'il est moins bon que d'habitude, on voit que Vindish, c'est encore pire, sans être blessé ou quoi, ou alors on le sait pas. Les jeunes, ils sont bons sans être non plus exceptionnels. Donc, pour sa place olympique est d'Italie, assurée quasiment à 100%. Ouais. Voilà, il y a pas trop d'inquiétude. C'est vrai que ces deux premières courses, il est physiquement il est pas là parce que sur le sprint il fait qu'une faute, il finit 45e là, c'est vrai que ça fait un peu cher quand même. Ouais. Donc voilà. Après Lucas Hofer, c'est vrai qu'il avait fait une belle saison l'année dernière. Mais bon, c'est pas toujours très régulier non plus sur ses résultats d'ensemble. Alors bon. La première moitié de saison était compliquée quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il a 32 ans aussi, et je peux vous le dire qu'à 32 ans, on n'est plus trop jeune, je peux vous le dire. Donc, même si on n'est pas sportif de haut niveau. Donc ouais, non, je pense qu'il sera à suivre comme les autres saisons, quoi. Faudra toujours compter sur lui. Ouais. Ok. Alors, je vais vous demander de vous mouiller un peu. Il y a Janiel qui vous demande est-ce que Simon va garder son dossard jaune plus d'une course? Alors la prochaine course c'est jeudi avec un sprint. Mais c'est ça qui m'embête en fait. Sur un week-end, sur la fin du week-end avec une poursuite ou quelque chose comme ça, un cumul, je dis qu'il peut le garder sur le week-end. Par contre, je le vois pas garder jeudi prochain parce que Johannes Beu sur le sprint pour moi est au-dessus quoi. Donc tu le vois le perdre le jeudi mais le récupérer le dimanche. Je pense plus qu'il pourrait il a plus de chances pour moi de l'avoir le dimanche soir que le jeudi soir. Soir. Ok. Ouais. Moi du coup juste pour dire l'inverse, je vais dire oui, je vais miser sur sur une continuité de dossard jaune. Allez. Ouais. Okay. Cote à 10. Tu vois Simon mettre derrière lui Johannes Beu sur le sprint jeudi donc. Ouais, il a pas peur, Émeric. Non, pas forcément, mais c'est surtout pour dire l'inverse de... il a pas Ah oui, c'est pour dire l'inverse, parce qu'il n'a pas le choix. Oui. Si Johannes finit devant lui, forcément... à part s'ils finissent dans le même temps encore, et voilà... Bon, ça serait quand même un sacré rebondissement quand même. Ouais, non, mais c'est bien, déjà c'est une super performance avoir le dossard jaune et tout, puis je sais pas ce que vous en pensez, ça met un peu de piment d'avoir un Français en jaune. Voilà, on va suivre... Comme on disait, Simon Destieux, c'est quelqu'un d'assez discret, on sait pas trop, machin et tout. Bon, là, il va peut avoir la lumière sur lui. On va voir ce que ça va donner, mais c'est bien, ça met un peu de piment à la saison. Et enfin, alors c'est une question sans en être une, mais il y a Romain qui nous dit, alors ce n'est pas moi. Franchement, elle déchire pas notre équipe de France. Alors vous êtes d'accord ou pas? Ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend des courses. Voilà. C'est ça. Non, mais on n'a pas à se plaindre quand même. Non, mais voilà, 3 gommettes ce week-end, 4 courses, 3 gommettes, c'est super. Enfin, je veux dire, faut pas faire de la fine bouche non plus, mais voilà, enfin, il y a des satisfactions, il y a des déceptions, mais on est derrière eux, il y a pas de problème. Ok. Voilà, c'est tout pour les questions. Ok, merci aux Instagrammeurs de nous avoir fait partager ces questions. N'oubliez pas, généralement, quelques heures après la dernière course, vous pouvez retrouver les questions, enfin la demande de Romain sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. On va presque terminer avec l'IBU Cup. On le disait en début d'émission, c'était la reprise également, même avant la Coupe du Monde. Ils ont repris dès jeudi. Émeric, quelques résultats? Oui, alors on va faire simple parce que on va pas y passer 150 ans non plus.
Donc ils ont eu 2 sprints et une poursuite pour ce premier week-end de compétition. Premier sprint, c'est l'Allemande Wiesenstadter qui s'est imposée devant Caroline Colombo. Et à noter aussi la 7e place de Paula Beauté. Chez les hommes, un Allemand encore s'est imposé, donc c'est Lukas Frager qui a pris le meilleur. Côté français, Emilien Claude termine 6e, juste devant Éric Perrault 7e. Pour le deuxième sprint, on reprend quelqu'un d'outre-Rhin, puisque Franziska Hildebrand s'impose. Et, encore une fois, Caroline Colombo termine 2e. Du côté des hommes, on a un Norvégien qui a stoppé la série allemande, puisque Alexander Fjeld Andersen s'est imposé juste devant un Allemand. Le premier français, un petit peu moins bien, il s'agit de Éric Perrault qui prend la 18e place. Et enfin, pour conclure le week-end, donc le dimanche, on a eu des poursuites avec le doublé chez les femmes de Franziska Hildebrand. Côté français, très belle course avec Paula Beauté qui grimpe à la 3e place et Lou Jean Monod qui termine 4e. Et chez les hommes, c'est le russe Vasily Tomchin qui s'impose et Éric Perrault qui remonte de 9 places pour terminer 9e. Et on va parler maintenant des conséquences de ces premières courses. Ouais, exactement, ouais. Alors bon, ces courses DBU Cup, hein, vous avez les résultats. C'est vrai que on suit un petit peu moins, mais il y avait aussi un intérêt quand même pour la Coupe du Monde. C'est qu'il y a un 6e ticket à aller chercher, hein, que ce soit chez les filles ou chez les dames, hein, pour monter. Est-ce que pour vous, chez les dames, c'est réglé? C'est Caroline Colombo? Je crois qu'elle est déjà partie, hein, même déjà peut-être arrivée à Ostersund. Elle est déjà partie. Ouais. Elle est peut-être déjà Parce qu'elle n'a pas participé à la poursuite. Donc, alors qu'elle était deuxième, hein, sur le sprint, donc elle avait toutes les raisons du monde de participer, hein. Donc, je pense qu'il y a une décision qui a été prise avec le staff, le fait de la préserver un peu et qu'elle ne participe pas à cette course et qu'elle qu'elle parte directement à Ostersund. Bon, elle avait clairement la pancarte pour remonter sur le premier week-end, hein, c'était prévu comme ça. Oui, déjà hein, en plus, vous vous rappelez, on vous l'avait dit. Il y avait déjà des chronos abaissants qui étaient très bons pour elle. Elle avait remporté les deux courses. Là, elle a fait encore 2 deuxièmes places, alors que et avec une très bonne forme à ski, c'est à souligner. Hein, Caro, elle a vraiment. Elle revient bien cette saison. Elle revient bien. Au niveau du tir, ça a l'air d'être bien aussi. Il y a des améliorations. Donc Caro, elle mérite complètement sa place et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire ce week-end dès jeudi sur la course. Ça va être pas mal et elle va être en confrontation avec une Chloé Chevalier et même Julia Simon peut-être sur ce début de saison, même si on sait que Julia Simon elle est capable de faire beaucoup mieux qu'est-ce qu'elle a fait. C'est pas un problème de potentiel, c'est un autre problème. Exactement. Après, il y a une place aussi de remplaçante pour les jeux. Alors, ce sont peut-être 2 remplaçantes, mais la 5e sera plus importante que la 6e, c'est sûr. C'est sûr. Par contre, chez les hommes, là, le doute est permis. Là. En début de week-end, il était permis. Ouais. Oui. 6 et 7. Ouais, on s'était dit, ça allait jouer. On se le disait même avant un peu la compétition, hein, ça allait jouer entre Emilien et Eric. Ils finissent l'un derrière l'autre sur le premier sprint. Sur le deuxième, Emilien se tire une balle dans le pied en terminant 45e quand Eric termine 18. On se dit, il peut faire une belle remontée sur la poursuite et Eric, inversement, passer un peu à côté. Puis finalement, il remonte un temps au début, il se rapproche, puis finalement, ça termine moins bien. Il finit avec 5 fautes, il regrimpe à 33e place quand Eric grimpe à la 9e. Donc, personnellement, je pense que va pas y avoir trop de... dans la logique, des choses. Dans la logique si vous étiez entraîneur de l'équipe de France, vous seriez donc Éric Perrault. Voilà, oui, dans la logique des résultats, Et en plus, apparemment, il était déjà dans les petits papiers du staff Éric Perrault, avant même ce week-end. Donc, c'est quand même une déception pour Emilien, parce que en termes à ski, c'est une machine quand même. Ouais. Ok. Bon, on va suivre ça. Hein. De toute façon, quand l'annonce sera faite, hein, vous aurez bien sûr l'information sur biathlonlive.com. Elle sortira même peut-être avant le podcast, donc... Même le podcast, ouais. Vous savez peut-être déjà tout avant nous. Voilà, c'est ça. Ok, l'IBU Cup, c'est dès cette semaine. Hein. Nouvelle étape, Romain. Ça enchaîne avec un site qu'on connaît bien, qu'on a vu avant le début de saison, puisque ce sera à Sushen, en Norvège, donc. Ok. Où on aura des courses dès mercredi, avec des sprints, super sprints, pardon. Le
Le retour. Le retour d'une course que beaucoup d'athlètes aiment bien. C'est de l'ironie, évidemment. Ouais, on a bien compris. Le retour du paroi. Voilà, exactement. Du format Va paroi. falloir y passer malheureusement. Voilà. Ensuite, le vendredi, nous aurons droit à des sprints. Et le samedi, non pas des poursuites, mais des mass start à 60. Waouh. Ouais. Encore des sacrés formats, quoi. 2 fois plus de bonheur. Et je sais pas s'ils apprécient en IBU Cup d'être pris pour des cobayes quand même. Ah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu, oui, ouais. Ouais, non, mais voilà, hein, ils testent les formats. Ça nous fait rire, mais eux, certainement moins. Ouais. Ouais. Déjà, une mass start dès la deuxième semaine, c'est assez rapide. Après, et puis à 60. Après, je sais que les athlètes sont plutôt fans quand même des mass start parce que c'est un format quand même qui est apprécié. C'est marrant. Qui est La apprécié et que avant ces mass start 60, il n'y avait pas de mass start tout court en IBU Cup, si je dis pas de bêtises, hein, Ouais. américain. Donc ça a au moins ouvert des portes à faire une mass start, un départ groupé et c'est vrai que c'est un peu étonnant comment ça se déroule avec 2 groupes de 30 au début, en tout cas un qui continue et un qui va sur le pas de tir. Mais non, c'est quand même un format de course qui est quand même plutôt pas mal apprécié, cette mass start 60. Et on nous pose la question de temps en temps, malheureusement, cet IBU Cup qui n'est toujours pas diffusé, enfin pour le suivre sur un canal classique, c'est pas simple. Ouais, on suit c'est ça sur malheureux. le data center de l'IBU pour ceux qui connaissent, mais sinon il y a souvent que les championnats d'Europe qui sont diffusés, qui auront lieu à Harbour cette saison fin janvier. Et c'est dommage parce que on est autant à fond derrière les jeunes en IBU Cup. Moi, personnellement, je suis autant excité de suivre les jeunes sur l'IBU Cup via Mais on le les data tous, center Émeric. qu'à la On Toi les aussi tous. Damien, hein. Ah bah si, mais on les tous. Non, mais c'est vrai que c'est dommage que les BU proposent pas un live. Alors on demande pas une production comme sur la Coupe du Monde, quoi. Mais je sais pas, ouais. Peut-être que ça viendra, voir hein. quelque chose. Ça peut venir, hein. Et ils ont certainement leur raison, voilà, il y a des situations. Le problème, bien. Le problème, c'est que des fois, certaines courses se chevauchent un peu. Donc, Ouais. ils peuvent pas faire de l'ombre Même forcément pas à une besoin. course. Ça serait compliqué au niveau de timing, organisation. C'est vrai. Je pense que ça doit aussi jouer. Ouais, c'est à voir, enfin du moins à regarder, du coup, pas à voir. Voilà. Bon, ça c'était pour les BU Cup, et puis bien sûr, Östersund Acte 2, Romain, avec la deuxième étape de la Coupe du Monde qui va arriver très très vite. Exactement, pas de répit pour la Coupe du Monde. On enchaîne directement cette semaine, une nouvelle fois donc à Östersund pour une deuxième étape en Suède. Donc ça commencera dès jeudi avec des sprints, 13h45 pour les dames, 16h30 pour les hommes. Ensuite, alors une pause le vendredi, on reprendra le samedi avec alors une poursuite dames à 13h, puis un relais homme à 15h10. Et le dimanche, on inverse les rôles en quelque sorte. Ce seront les dames qui vont s'affronter, se frotter à un relais dès 12h35. Et enfin, la semaine de compétition se terminera avec les hommes sur une poursuite à 15h15. Une belle poursuite du dimanche, on les aime les poursuites du dimanche. Ah oui. Et puis profitez-en, ça sera en public, qui sera malheureusement pas le cas de l'étape suivante. Et également, Romain, début d'année prochaine, Ouais. c'est la mauvaise nouvelle qui est tombée. Oberhof, Exactement, c'est les infos qui sont tombées il y a récemment. Donc Orpheus, ça fait quelques jours quand même que l'on sait, mais ouais, pour Oberhof, malheureusement, c'est tombé avant la semaine de compétition, enfin avant la première étape. Au vu de la crise sanitaire, et voilà, vous connaissez C'est ça. la Et puis, recette, malheureusement. En ce qui se passe en Allemagne, c'est assez critique, et donc les autorités, en tout cas le comité d'organisation, n'a pas eu d'autre choix que de mettre à huis clos cette étape, et voilà. Et par contre, pour le moment, au Paulding se passe toujours avec des spectateurs. Ok, et puis pour Östersund, en public, normalement. Pour le moment, oui, comme il y a eu le week-end dernier, ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, allez, on va clôturer ce premier débrief de la saison. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos appréciations, vos pouces, verts, bien sûr, du vert, pas du rouge. Le rouge, c'est pas cool. Sauf le dossard. Et puis, écoute, pardon. Sauf le dossard. Sauf le dossard, ouais, c'est ça. Émeric, Romain, merci à vous deux, pour Ouais, merci à toi, vos Damien. avis, Merci, ouais. C'est un plaisir de pouvoir avec débriefer plaisir. cette première étape en votre voilà, compagnie. c'est ça, C'est trop ça bon. sera
votre rendez-vous du début de semaine, chaque lendemain de week-end de Coupe du Monde, les débriefs, prenez-en l'habitude. Allez, bonne semaine à toutes et à tous, et à bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao. Salut. À plus.